Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire du Club Québec du WTC Rennes Bretagne, organisé cette fois-ci en partenariat avec Québec International et la délégation générale du Québec à Paris et avec le soutien de la Banque nationale du Canada. Rachel Sorin, directrice de la Banque nationale du Canada en France, toujours à votre écoute pour vos projets au Canada. Nous nous focalisons aujourd'hui sur la ville de Québec et ses secteurs porteurs. Autour de la table, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec en France et représentante personnelle du Premier ministre du Québec pour la francophonie. Madame Michèle Boisvert nous fera l'honneur d'introduire ce webinaire. Alors, juste pour information, lorsque Madame Michèle Boisvert interviendra, je vous inviterai toutes et tous à cliquer droit sur son image pour pouvoir ajuster l'image. Michèle nous rejoint depuis un téléphone. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Monsieur Dany Larochelle de Québec International qui dressera un panorama du Québec et de ses secteurs porteurs en faisant un zoom sur la ville de Québec. Ensuite, ce sera au tour de Madame donc Rachel Sorin de la Banque nationale du Canada qui nous présentera le système bancaire canadien. Je remercie au passage une nouvelle fois la Banque nationale du Canada de nous soutenir dans nos diverses initiatives. Viendra ensuite le temps des expertises avec Christophe Manès, directeur de Québec Vitae, qui présentera donc le cluster Québec Vitae et dressera un tour d'horizon de l'écosystème des sciences de la vie et des technologies de la santé au Québec. Nous aurons enfin le plaisir d'écouter Simon Ferret, VIE chez Québec International, qui nous présentera ses missions et les projets en cours entre Rennes, Saint-Malo et Québec. Mais tout d'abord, un bref rappel des missions du WTC Rennes Bretagne et de son club Québec. En gros, pourquoi est-ce que le corsaire cowboy que je suis vous parle aujourd'hui? Et oui, celles et ceux qui ne le savent pas, je suis malouin du côté de ma mère et texan du côté de mon père. D'où cette petite boutade. Mais blague à part, le WTC Rennes Bretagne, c'est une association d'une centaine de membres et de partenaires du territoire brétilo-breton et nous organisons régulièrement des webinaires sur des sujets internationaux dont certains sur le Québec et parfois plus largement le Canada. Nous avons aussi d'autres expertises qui incluent, mais ne sont pas limitées, à l'Iran, le Royaume-Uni, les USA et le Maroc. Mon rôle est de créer un lieu d'émulation et d'échange et de faciliter les mises en relation entre entreprises souhaitant se développer à l'international. Le réseau WTC, c'est aussi un réseau mondial appartenant à la World Trade Centers Association, basée à New York, qui regroupe 315 WTC à travers le monde dans 92 pays. Il arrive aux membres du WTC Rennes Bretagne d'utiliser les locaux d'autres WTC à travers le monde pour rencontrer des clients ou des partenaires, ou il arrive également à des membres du WTC de participer à des événements B2B ou des conférences organisées par le réseau mondial des WTC. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher de moi en fin de webinaire. Mais revenons au Club Québec vite fait, qui est finalement en fait une expertise proposée par le WTC Rennes Bretagne, à savoir qu'outre le lien historique existant entre la ville de Saint-Malo et la ville de Québec, Rennes a de nombreux liens économiques avec le Québec, et en l'occurrence la ville de Québec. Je pense notamment au VIE, donc poste occupé par Simon Ferret, financé par les métropoles de Rennes et Saint-Malo. Et Simon est basé dans les locaux de Québec International à Québec. Et je pense aussi à divers projets organisés dans le cadre du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée, notamment DG Access et la mobilité décarbonée, le parcours Data Santé, la collaboration Fab City, etc. Mais bon, Simon saura présenter ses projets bien mieux que moi en fin de webinaire. Donc, assez parlé du WTC, un petit aspect technique. Merci d'éteindre, s'il vous plaît, vos micros et vos caméras durant ce webinaire. Nous tâcherons de répondre à vos questions en fin de webinaire et merci de les poser, bien entendu, dans la fonction de chat. Et bien entendu, également en fin de webinaire, si le temps nous permet, nous ouvrirons la discussion avec les participants qui souhaitent réagir ou illustrer certains propos. Essayons de garder cet esprit club qui est quelquefois compliqué à garder en visio. Mais bon, c'est ce qu'on aime faire donc sur Rennes, c'est ce côté informel où les personnes peuvent discuter et discuter avec des experts donc, du Québec. Je laisse maintenant la parole à Madame Michèle Boisvert. Et encore une fois, n'hésitez pas à cliquer droit sur son image et sélectionner la fonction, donc on avait dit ajuster l'image. Merci beaucoup.
Michel, la parole est à vous. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, je remercie Québec International, le Club Québec World Trade Center de Rennes-Bretagne et la Banque nationale de m'offrir cette tribune pour vous exprimer l'importance qu'accorde le gouvernement du Québec au développement économique de ses différents territoires. Alors aujourd'hui, on l'a dit, c'est de la région de la capitale nationale, siège du gouvernement dont il sera question. Une excellente porte d'entrée pour toute société française désirant s'établir ou investir en Amérique du Nord. Ceux qui connaissent le Québec savent qu'il possède une économie ouverte dont la prospérité dépend pour une bonne part du commerce extérieur. Dans ses relations internationales, le gouvernement du Québec cherche à diversifier les marchés pour ses entreprises québécoises et à attirer les investissements étrangers. C'est d'ailleurs ce qu'a exposé le premier ministre Legault au président Macron lors de sa visite officielle de janvier 2019. Dans une déclaration commune, ils ont dit leur volonté de renforcer la relation politique et de lui donner une nouvelle impulsion basée sur l'objectif partagé de création de richesse. Le mandat qui m'a été confié répond à cette volonté. Le Québec veut accueillir plus d'investisseurs français et exporter davantage ses produits vers l'Hexagone. Très clairement, ce qu'on veut, c'est doubler le volume des investissements français au Québec et amener le niveau de nos exportations, qui est actuellement de 47,5 de notre PIB, à 50 d'ici 5 ans. Je le sais, mon mandat est ambitieux, mais je suis optimiste et même en cette période troublée par la pandémie de la COVID. Pourquoi? Eh bien, parce que Françaises et Québécois, nous profitons d'un environnement favorable au développement croisé et équitable de nos économies. Nous bénéficions d'un accord économique et commercial entre le Canada et l'Union européenne, la ECG. Je demanderai à quelqu'un de fermer son micro parce qu'il y a beaucoup de bruit. C'est quelqu'un dont l'initiale commence par J. Merci. Alors donc, je disais que nous bénéficions d'un accord économique et commercial. Est-ce que tout le monde pourrait fermer leur micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, on va recommencer. Nous bénéficions donc d'un accord économique et commercial entre le Canada et l'Union européenne, la ECG, un accord initié, j'aime le rappeler, par le Québec et la France. Cet accord facilite l'accès réciproque aux marchés français et québécois, notamment ceux offerts par les marchés publics, un sujet, je le sais, qui sera traité plus tard dans ce webinaire. Favorise un commerce fondé sur les règles plutôt que le protectionnisme, des règles qui respectent les normes sociales, sanitaires et environnementales tant du Québec que de la France. La ville de Québec, parlons un peu, c'est la capitale du gouvernement, un gouvernement qui est un donneur d'ordre majeur pour les secteurs de la santé et de l'éducation, des champs de compétences pour lesquels il a des pleins pouvoirs. La région de Québec regorge d'opportunités d'affaires pour une société européenne qui cherche à conquérir le marché nord-américain dans de nombreux secteurs novateurs. Malgré le choc économique hors norme provoqué par la crise sanitaire, la région a fait preuve de résilience. L'économie a su rebondir et à ce jour, la région est revenue à des niveaux d'avant-crise et détient toujours le plus faible taux de chômage parmi les principales régions québécoises et canadiennes et reste demandeuse de talents pour combler les besoins du marché du travail. Les équipes de la délégation peuvent en témoigner. La pandémie n'a pas mis en pause le dynamisme des échanges bilatéraux avec les régions. Le travail des acteurs institutionnels a renforcé la volonté de développer les synergies d'affaires dans une variété de secteurs porteurs tels que la cybersécurité, les technologies numériques, la santé et le développement durable. Je pense entre autres à des initiatives de Québec international qui, via son incubateur accélérateur technologique, le CAN, a récemment conclu une entente avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse et les offices jeunesse internationaux du Québec pour offrir son programme de soft landing destiné aux jeunes entrepreneurs français du secteur des technologies, ce qui va leur permettre d'établir leur entreprise technologique à Québec. Je pense aussi au travail de l'incubateur rennais Le Pool, que je salue. Le Pool qui développe activement les échanges entre start-up rennaises et québécoises via ses accords de triangle entrepreneurial.
Ces dialogues et échanges ouverts profitent aux entreprises en leur offrant, une fois installées de l'autre côté de l'Atlantique, un environnement sécuritaire et propice pour réaliser leur plein potentiel à l'international. Et c'est en ce sens que la région de Québec se positionne et porte les bases de cette relation privilégiée entre Rennes et ses divers représentants. Les différents interlocuteurs qui vont succéder dans les prochaines minutes vont vous décrire ce formidable écosystème économique, la structure de coûts très compétitive, le vivier de talents exceptionnels développé dans son réseau collégial et universitaire et le dynamisme de ses centres de recherche. La région de Québec est un endroit parfait pour adapter vos produits et votre modèle d'affaires à la réalité nord-américaine et ce, vous le savez, en français. Vous serez ainsi beaucoup mieux équipé pour percer le marché du reste du Canada et celui des États-Unis après ce passage dans ce laboratoire dynamique qui vous sera présenté dans ce webinaire. Alors, tous les ingrédients sont là pour faciliter nos échanges économiques et vous pouvez compter sur l'engagement de nos services et chacune des structures présentes aujourd'hui pour vous accompagner dans vos projets de développement d'affaires. Je vous souhaite donc une excellente conférence. J'espère être bientôt de nouveau en mesure de vous rencontrer pour le vrai, en présentiel, comme on dit. Et en attendant, nous continuons de nourrir la dynamique entre les belles régions de Rennes et Québec grâce à ce type d'initiative. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci beaucoup, Michel Boisvert, donc délégué général du Québec en France. Merci pour ces mots d'introduction. Et ce sera avec plaisir, effectivement, de vous accueillir à nouveau dans nos locaux au WTC à Rennes. Je vais maintenant passer la parole à Dany, donc La Rochelle, de Québec International. Dany, la parole est à toi. Merci. Je commencerai par un très grand merci à Madame la déléguée générale pour son appui toujours dans toutes nos actions Québec International en France et ainsi que toute l'équipe de la délégation générale du Québec à Paris qui depuis des décennies appuie les efforts de toutes les régions du Québec en France. Très grand merci à toi Nicolas et à toute l'équipe de WTC de nous accueillir toujours aussi chaleureusement en Bretagne, même si c'est virtuellement. Et un dernier petit merci à la Banque nationale du Canada qui aussi est un partenaire essentiel pour nous sur le marché français et en Europe. Je vais vous démarrer un partage d'écran avec ma présentation. Vous me confirmerez si ça s'affiche bien? Ça s'affiche bien, Dany. We Parfait. did it. Excellent. Donc, je vais commencer par un petit survol économique de la région de Québec. La ville de Québec est la capitale, comme Madame la déléguée générale le disait, la capitale de la province de Québec au Canada. La métropole elle-même fait plus de 800 000 habitants et la région, le territoire qu'on couvre, qui inclut également ma région natale, Chaudière-Appalaches, fait en tout 1,17 million d'habitants. On a le taux de chômage présentement, encore une fois, depuis plusieurs années, le plus bas de tout le Canada en termes des métropoles canadiennes. Si on compare ici les taux de chômage, par exemple, des autres régions, à la même époque avant la crise, disons, du COVID, on était descendu à 3,1 % de chômage. On est remonté à un niveau, on est à peu près à 1,9 points en dessous de notre seuil d'avant. Le retour à la normale est presque là déjà. Et notre croissance de PIB régionale, donc les statistiques sont moins récentes, mais ce qu'on sait, c'est que depuis plus de 20 ans, on a une croissance du PIB ininterrompue jusqu'au moment de la crise du COVID, évidemment. Nous n'avons jamais eu plus qu'un trimestre de décroissance. En fait, on a eu un seul trimestre de décroissance entre 2008 et 2019. Et ensuite, 2 trimestres de décroissance dus à la crise, mais on est déjà retourné en mode croissance depuis. Québec est aussi une ville, en plus de son dynamisme économique, une ville de recherche. Donc, on est connu pour un très fort taux de dépenses de notre PIB régional en R&D.
si on compare à plusieurs métropoles internationales, comme vous voyez ici sur notre présentation. Donc, on est à 3% de notre PIB régional dans la recherche et le développement. On a des secteurs disons, on a une économie diversifiée avec plusieurs secteurs dominants, notamment l'IT, toutes les sciences du vivant, alimentation, nutrition, santé, électronique, optique, photonique, assurance, et un secteur qu'on mentionne pas ici, mais c'est quand même la capitale nationale. Donc, on a toute l'administration de l'État québécois, qui est évidemment un très grand client aussi, notamment dans le domaine de l'IT. Donc, notre environnement d'affaires aussi vous offre une excellente compétitivité à l'échelle internationale. Euh, et donc, les prix des coûts d'exploitation dans plusieurs industries nous avantagent de façon importante, de l'ordre de 25%, comme vous pouvez voir dans les différents domaines de l'IT. Pour tout ce qui est la recherche et le développement, en raison de notre crédit impôt recherche, combiné à nos coûts plus bas, on a un avantage d'à peu près 30% sur la moyenne américaine, de 6 ou 7% sur Paris, par exemple. Même chose sur les essais cliniques, notamment en sciences du vivant. Je vais détailler un peu nos secteurs de force, comme on le disait depuis le début. En commençant par les solutions IT. C'est un domaine qui a toujours été très porteur dans notre région, probablement parce que justement, comme l'État et tous les ministères et toutes les sociétés publiques sont d'importants clients pour les startups IT locales, que ce soit dans n'importe quel pays en fait, nous avons historiquement beaucoup de démarrage de startups IT solutions hardware et software technologiques qui ont émergé à Québec, sont devenus de très grands joueurs. Je pense notamment à Coveo, qui est maintenant le leader canadien de l'intelligence artificielle avec plus de 350 employés. Des joueurs dans l'optique photonique, des joueurs comme Fujitsu sont venus s'installer dans le domaine des services informatiques. Donc, on a plus de 400 entreprises dans ce domaine. Nos universités, nos collèges techniques sortent beaucoup de diplômés dans ces domaines. Je crois qu'on a une excellente source de ressources qualifiées sur le territoire. En intelligence artificielle, on a déjà plus d'une centaine d'entreprises actives. Le Québec, la province de Québec est une puissance reconnue en développement de solutions d'intelligence artificielle à l'échelle mondiale. Hein. Même aux États-Unis, ils le reconnaissent. Plusieurs sociétés viennent s'implanter sur notre territoire. Et on parle souvent de Montréal. C'est vrai, c'est à peu près le 2 tiers de l'intelligence artificielle développée sur le territoire québécois. L'autre tiers est dans notre région. Et vous voyez ici les différents joueurs. Donc, nous, on a les 3 piliers de développement de l'intelligence artificielle. C'est donc la captation et la production de data, le bloc analyse et le bloc des applications, en fait. L'applicatif, il y a beaucoup d'opportunités d'applicatifs en termes de clientèle sur le territoire, notamment dans le transport public, la santé, l'industrie et l'assurance. Beaucoup de recherches dans ce domaine. Autre secteur important chez nous, c'est l'IoT et tout ce qui est tests non destructifs. On a des joueurs historiques qui sont là depuis toujours, notamment ABB. Et dans les technologies appliquées, justement, on a encore une fois la captation. Et quand c'est l'IoT, on a aussi la connectivité et l'analyse de données. On a aussi un pôle important au niveau de la 5G. Donc, une plateforme a été déployée. C'est une entente entre Thales, Ciena et Ericsson pour développer antennes 5G expérimentales mises à disposition de PME pour des tests et de hardware et de software avec un budget de 400 millions d'aides pouvant atteindre 50% des coûts en fait éligibles. On a
plusieurs centaines de projets complétés. 150, c'était il y a un an, il y a plus d'un an. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de projets complétés déjà et on vise 1000 projets d'ici la fin 2022. Et d'ailleurs, des entreprises étrangères peuvent venir bénéficier de ce programme sur notre territoire en co-développement. On a un cluster jeux vidéo qui a pris beaucoup d'ampleur au cours des années. Tout le monde sait que le plus grand studio d'Ubisoft au monde est à Montréal avec plus de 2000 collaborateurs. Peu de gens savent que le deuxième studio au monde d'Ubisoft dépasse 500 employés maintenant à Québec. Il est passé devant celui de Shanghai qui comptait 450 employés il y a environ 2 ans. La progression de notre cluster jeux vidéo, on est à plus de 2200 employés maintenant sur le territoire. On parlait tout à l'heure de l'incubateur Le Camp. Donc, on offre un programme de soft landing, comme le mentionnait Madame la déléguée générale. Grosso modo, soft landing, atterrissage en douceur dans la langue de Shakespeare. Donc, l'idée, c'est qu'on offre une gamme de services d'appui à l'implantation de petites sociétés européennes. On en a de plusieurs pays. Notre première entreprise internationale qui a profité de ce programme était belge à l'époque. C'était le studio Larian de jeux vidéo de Belgique, flamand. Et depuis, je dirais que la majorité de nos incubés, qu'on les appelle, internationaux en soft landing, sont des sociétés françaises qui viennent s'attaquer tranquillement avec un risque minimal au marché canadien en testant en faisant tester leur technologie à des clients potentiels et en étant à des coûts très, très bas d'implantation, comme vous voyez à l'intérieur du camp, sur une base mensuelle, sans engagement long terme, etc. Aucun risque de loyer et toutes les infrastructures incluses sur place. Je vais laisser mon collègue un peu intervenir au niveau du cluster sciences de la vie. Tu souhaites faire intervenir Christophe dès maintenant, Oui, Dany? Christophe. Ah, d'accord. Christophe, est-ce que tu souhaites intervenir? Ok. C'est bon? Bah, écoute, avec Désolé, plaisir. Je t'avais prévu après, je n'avais mais pas crié gare, désolé. il n'y a pas de problème. Comme Christophe, tu veux, je peux bah intervenir. écoute, Comme ça, je peux garder ta présentation à l'écran. Tu peux la laisser là, c'est parfait. d'accord. Bah, Merci je te laisse te Dany. présenter, Christophe, dans ces cas-là. Parfait. Merci Nicolas. Merci aussi à toute l'équipe de WC Bretagne, la Banque du Canada, mon collègue Dany et Simon. Voilà, Christophe Manès, directeur du créneau d'excellence en sciences de la vie et technologie de la santé, qui s'appelle Québec Vité. En fait, c'est le regroupement des acteurs innovants de la grande région de la capitale nationale, installée à Québec, plus précisément dans les bureaux de l'Agence de développement économique Québec International. La particularité, c'est que ce créneau a été créé également avec le programme du gouvernement du Québec qui s'appelle Accord depuis 2002. Et en fait, on regroupe et mobilise les différents acteurs du domaine, soit des affaires, des finances, de la recherche, plus globalement tous les décideurs publics. Alors en fait, je me base sur les besoins du secteur, c'est-à-dire que régulièrement, on sonde des entreprises, comme Dany l'a dit, on a à peu près 200 entreprises dans les technologies de la santé. Et à partir de là, en fait, on va venir élaborer et proposer un plan pluriannuel d'action que je propose à mon président de créneau et auprès de mes 25 membres de comité de créneau, pour lequel en fait, on va mettre en place des projets structurants et proposer en fait des différentes actions sectorielles. C'est vrai que je suis sur l'animation sectorielle de Québec Vité, avec par exemple des webinaires de rencontres, des sessions d'information, des formations thématiques, des échanges avec mes homologues à l'international ou des partenariats également. Québec Vité, en fait, après, on vient s'appuyer sur l'expertise de nos différents membres et partenaires. Le but, en fait, c'est proposer un message clair, des actions fédératrices pour l'écosystème des sciences de la vie auprès des différents décideurs publics et privés. Plus précisément, en fait,
Québec Vité, en fait, regroupe toutes les entreprises qui sont là sur la présentation. Mais plus précisément, en fait, j'ai un comité de créneau qui est constitué de 25 membres, ou deux grands comités de travail. Le premier, en fait, c'est le comité des entreprises, un peu plus de 10 entreprises qui sont mentionnées avec les logos sur la présentation. Et avec elles, en fait, on va venir travailler plus précisément sur notre plan d'action pour représenter les besoins des différentes entreprises du secteur. Notre force ici, à Québec, depuis maintenant plus de 40 ans, c'est les biotech et la pharma, les medtech et tout ce qui est TI santé. Ensuite, on a un second comité qui, lui, représente 15 organisations publiques, avec notamment les différentes directions du CHU de Québec, l'Institut universitaire cardio-pulmonaire du Québec, l'Université de Laval, le capital risque, des centres de recherche, on a également des fonds publics gouvernementaux. Et on a surtout deux ministères qui sont présents, le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec le bureau de l'innovation, et puis le ministère de l'économie et de l'innovation, qui est également mon principal bailleur de fonds, et également l'agence gouvernementale de l'innovation. Pour finir, en fait, on a différents axes. Donc, l'idée, en fait, du créneau, c'est de mobiliser, de fédérer, c'est de contribuer également à la croissance des différents acteurs, c'est de valoriser la force de travail et la main-d'œuvre, c'est d'innover pour se démarquer. Et puis, donc, nos 4 grands secteurs, donc depuis, c'est vrai, plus de 40 ans, c'est l'infectieux et les maladies rares. Ensuite, qui va de pair, on a le diagnostic avec les tests PCR, que maintenant tout le monde connaît, les dispositifs médicaux et la recherche et le développement. Et puis une grosse partie, c'est la biofabrication, tout ce qui tourne autour des vaccins et des médicaments, et les dispositifs médicaux, notamment la télémédecine, le logiciel et le dispositif médical. Voilà un petit peu les sciences de la vie à Québec et Québec Vité. Merci Denis, je te redonne la parole. Grand merci Christophe. Et autre secteur dans lequel nous démarquons nettement, c'est tout ce qui est nutrition et surtout nutrition santé. On a le plus grand centre de recherche en nutrition santé au Canada, avec à peu près 300 chercheurs sur en fait les essais cliniques pour l'industrie des allégations santé de certains aliments. Et ça s'appelle l'INAF, en fait, l'Institut pour la nutrition et l'alimentation fonctionnelle nationale du Canada. Parmi les sociétés qui travaillent avec l'INAF, on compte notamment Diana Food de votre belle région, très connue évidemment, au niveau des ingrédients végétaux, ingrédients de saveur ou d'apport santé dans l'alimentation. Additif, c'est ce que tu cherchais. Oui, les additifs, mais je ne voulais pas dire un mot anglais. Excusez-moi. Et donc, voilà. Chaque année, l'INAF organise Bénéfique, à chaque 2 ans, pardon, Bénéfique et un salon, un symposium, colloque sur les applications des ingrédients dans la santé humaine au travers de l'alimentation. Autre cluster important chez nous, plus de 57 000 emplois, 400 entreprises, c'est l'assurance. En fait, notre université est très importante depuis toujours historiquement dans le domaine de l'assurance. Ça remonte à très loin, en fait, ça remonte au 19e siècle avec les compagnies d'assurance écossaises dans le commerce maritime transatlantique. Et aujourd'hui, c'est plus de 57 000 emplois à Québec avec une grande faculté d'actuariat, plusieurs chaires de recherche impliqués dans les métiers de l'assurance à l'Université Laval à Québec. Et donc, on a 11 sièges sociaux de grandes compagnies d'assurance, des sièges sociaux
soit canadiens, soit régionaux, soit même mondiaux, de compagnies d'assurance sur notre territoire. Beaucoup d'assurances de personnes et de biens et assurance vie, mais aussi tous les mécanismes d'assurance de l'État, par exemple l'assurance personnelle pour les sinistres d'accidents de voiture. Et on a aussi des initiatives de recherche, évidemment, telles que Blockchain Hub Québec et Desjardins Labs sur notre territoire. Et le groupe allemand GFT, qui est une sorte de SS2I, mais complètement dédié au métier de l'assurance un peu partout dans le monde. Ils ont une importante équipe sur notre territoire. Je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vais repasser la parole à Nicolas. Merci beaucoup, Dany. Merci pour cette présentation et ce panorama des différents secteurs à Québec, au Québec et à Québec. On a parlé santé, on a parlé tech, on a parlé biotech, cybersécurité, R&D, banque assurance, sachant que d'autres personnes inscrites aujourd'hui sont d'autres secteurs. Je pense notamment à certains d'entre vous qui sont du secteur de l'industrie, enfin, le secteur industriel ou bien du tourisme, par exemple. N'hésitez pas à poser vos questions dans la fonction chat. Nous avons d'autres personnes inscrites à ce webinaire qui sauront répondre à ces questions. Encore une fois, l'idée étant de garder cet esprit club, cet esprit d'échange qui est un peu compliqué en visio, mais que nous essayons de faire. Donc, je vais maintenant passer la parole à Rachel. Rachel, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, tout va bien. Parfait. Est-ce que tu as un support de ton côté? Je t'ai même pas demandé tout à l'heure, d'ailleurs. Non, j'en ai pas. D'accord. Je vais y aller un petit peu, non pas en improvisation, mais avec l'expérience. Et comme tu le disais si bien tout à l'heure, je pense que l'important, c'est l'échange. Donc, bien entendu, je vais rentrer sur une présentation globale du système bancaire canadien et de la façon de parler à son banquier canadien. Mais je suis là pour répondre à toutes les questions et rentrer plus en détail sur un concept ou un autre. Ouais. Ok. Bon, bah, je te remercie, Rachel. La parole est à toi. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas, pour cette belle opportunité de présenter aujourd'hui le système bancaire canadien dans cette région qui m'est chère au cœur puisque je suis originaire de la Bretagne. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi mes deux régions préférées, le Québec et la Bretagne. Donc, rapidement, je me présente, Rachel Saurin, je suis la directrice générale du bureau de la Banque nationale du Canada en France. La Banque nationale est présente en France depuis 1907. Donc, on a traversé 2 guerres et une pandémie maintenant. Donc, on résiste toujours pour vous montrer en fait la force de cette relation franco-canadienne et franco-québécoise, puisque donc les échanges sont fructueux et nombreux depuis plus de 100 ans maintenant. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des grandes lignes sur le système bancaire canadien, sur la façon dont les banquiers canadiens regardent les projets internationaux. Donc, si vous souhaitez faire affaire au Canada, au Québec, comment vous adresser aux banquiers, comment se faire financer, et puis de vous donner quelques particularités du système bancaire par rapport au système bancaire français. Donc déjà vous dire que au Canada, vous arrivez dans un pays qui a une solidité financière certaine. Avant Covid, mais je suis sûre qu'on va vite retrouver tout ça après Covid. En effet, le Canada est un emblème de solidité financière avec le ratio de la dette du PIB qui était le plus bas du G7, donc tout ça avant Covid. Le système bancaire aussi le plus sûr et le plus stable du monde. C'est pas moi qui le dis, bancaire canadienne, c'est le Forum économique mondial qui l'a désigné en fait comme le plus sécuritaire au monde et ce pendant 8 années consécutives. En effet, vous vous souviendrez de la crise financière et économique de 2008-2010 aux États-Unis et ensuite dans le monde malheureusement. Mais au Canada, aucune banque, aucune compagnie d'assurance n'a fait faillite ou n'a eu besoin d'être renflouée par les États lors de la crise financière. Pourquoi ? Tout simplement par la force des régulateurs. La loi sur les banques du Canada est revue et mise à jour tous les 5 ans. Donc, les régulateurs aiment bien surveiller les ratios bancaires de solvabilité et surveiller aussi les activités des banques.
Au Canada aussi, on ne compte que 6 grandes banques à charte fédérale, donc qui ont le droit d'exercer sur les 10 provinces et 3 territoires, dont la Banque nationale fait partie. Donc 6 grandes banques à surveiller pour le régulateur, c'est un plaisir pour lui. Donc ce qui fait que finalement, vous arrivez sur un territoire où vous pouvez être tranquille, en tout cas pas d'inquiétude sur un risque de faillite de banque canadienne. Elles sont bien solides. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous indiquer que le système bancaire canadien fonctionne de façon différente que le système bancaire français auquel vous êtes confrontés tous les jours. On est à Québec, on est au Québec, on parle français, mais on est en Amérique du Nord. Et le système bancaire canadien québécois est bien un système bancaire nord-américain. Donc, les particularités que vous avez peut-être rencontrées ou que vous rencontrez si vous faites affaire aux États-Unis, vous allez les retrouver au Canada, au Québec, au niveau des banques canadiennes. La grande particularité, c'est la notion de crédit. En fait, le crédit a toute sa force au Canada puisque c'est une société qui consomme à crédit, que ce soit l'individu ou l'entreprise. Elles utilisent plusieurs mécanismes de crédit pour consommer, en fait. Donc, ce qui fait que les banques canadiennes se fient à votre solvabilité, pas tant finalement sur vos avoirs, sur ce que vous présentez en actifs, par exemple, au bilan, mais surtout sur votre façon de consommer du crédit. Donc, vous avez ce qu'on appelle une cote de crédit ou un historique de crédit. Ça, c'est la grande différence par rapport à la France, où finalement, on n'est pas très friand d'utilisation du crédit. On utilise plutôt, en tout cas, en tant qu'individu, beaucoup l'épargne et entreprise. On va utiliser les crédits nécessaires, mais on ne va pas aller au-delà. On ne va pas utiliser des lignes de crédit infinies. Au Canada, c'est différent. Donc, lorsque vous allez faire affaire au Canada ou lorsque vous allez vivre au Canada, au Québec, il va être important de vous bâtir cet historique de crédit parce que finalement, ça va être la première notion que la Banque canadienne va vous demander lorsque vous allez vouloir lui demander du financement. Elle va vous dire quel est votre code de crédit. Donc, quand vous arrivez au Québec, forcément, vous n'avez pas de code de crédit. Quand bien même vous faites affaire en France depuis plusieurs années et que vous avez une bonne relation avec votre banque française, celle-ci n'est pas prise en compte lorsque vous arrivez au Canada. Donc, vous démarrez comme une start-up à zéro. Donc, il va falloir rassurer la banque si vous voulez obtenir du financement d'emblée, dès votre arrivée. La banque vous financera à condition de lui présenter une garantie tangible. Alors, une garantie tangible, c'est quoi? Ça peut être une garantie de la maison mère en France qui soutient le développement de sa filiale au Québec. Ça peut être aussi une garantie de la Banque française qui, elle, va soutenir le développement de son client en France en garantissant des impayés éventuels à la Banque canadienne. Donc, ça, c'est des garanties de banque à banque. Ou ça peut être aussi d'autres mécanismes. Si vous faites une acquisition sur place, la Banque canadienne va regarder, bien entendu, l'historique de crédit de l'entreprise dont vous venez de faire l'acquisition. Donc, ça peut être plusieurs choses, mais l'important à retenir ici, c'est que quand on arrive au Québec, on démarre ses affaires, c'est pas si simple d'obtenir du financement auprès des banques canadiennes parce que justement, vous n'avez pas ce fameux historique de crédit. À titre individuel, c'est la même chose. Et si preuve en est que le crédit a toute son importance au Québec, c'est que vous retrouvez cette notion de crédit dans la carte de crédit. Alors, vous allez me dire, en France, on connaît la carte de crédit, on en a une. Et je vais peut-être vous faire une révélation aujourd'hui, mais ce que vous avez dans votre portefeuille aujourd'hui, ce n'est pas une carte de crédit, mais c'est une carte de débit. Et donc, au Québec, ça existe aussi, cette fameuse carte bleue, qui ne porte pas de nom de carte bleue, mais ça s'appelle bien une carte de débit. Parce qu'en France comme au Québec, quand vous utilisez cette carte de débit, le montant dépensé sur la carte est immédiatement débité de votre compte courant. Alors, si c'est du débit immédiat en France, c'est le cas. Et bien entendu, vous avez l'option de débit différé en France qui vous permet d'avoir le débit total de vos dépenses le 10 ou le 5 du mois suivant. La carte de débit au Québec, comme son nom l'indique, donc, vous l'utilisez, le montant est débité immédiatement de votre compte. La carte de crédit au Québec, au Canada, c'est véritablement une carte avec une ligne de crédit. Cette ligne de crédit ne vous appartient pas, elle n'appartient pas à la banque, elle appartient à l'organisme de crédit qui émet la carte, Mastercard ou Visa. Et donc, quand vous allez utiliser cette carte tout au long du mois, que ce soit pour votre entreprise ou pour vous-même, vous allez recevoir un relevé à la fin du mois qui va vous indiquer le montant que vous avez utilisé sur la carte. Et là, vous avez les options
à savoir est-ce que je rembourse tout ce que j'ai dépensé, est-ce que je rembourse une partie, est-ce que je rembourse peut-être petit à petit. Enfin, vous avez vraiment la main, puisque c'est une ligne de crédit, sur le remboursement. Attention, il y a toujours un montant minimum à rembourser pour ne pas enclencher le crédit, où là, on atteint des taux de 19,9%. Donc, tout ça pour vous dire que cette carte, il va falloir l'utiliser, même si on n'est pas adepte du crédit en France, tout simplement parce qu'elle va vous donner le sésame pour avoir le fameux historique de crédit dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, l'astuce, finalement, l'utilisation optimale à faire, c'est de rembourser régulièrement sa carte de crédit. Comme ça, au bout de quelques mois, vous avez une bonne cote de crédit. Et là, les banquiers canadiens vont commencer à pouvoir discuter avec vous en termes de financement. Donc ça, c'est vraiment la notion que je voulais apporter avec vous aujourd'hui, c'était cette notion de crédit et d'historique de crédit, parce que c'est une vraie différence. Une autre différence également, ça va être au niveau de la tarification. Au Canada, comme aux États-Unis d'ailleurs, les banques facturent tout, c'est-à-dire que ce soit du débit ou du crédit. En fait, en France, on a l'habitude d'être facturé par sa banque pour toutes les opérations au débit du compte. Il n'est pas convenable, en tout cas, il n'est pas d'usage, en France, que lorsque vous remettez un chèque sur votre compte ou que vous recevez un virement d'un de vos clients, la banque prenne des frais pour cette opération. Au Canada, aux États-Unis, les banques prennent des frais sur toutes les opérations, qu'elles soient au débit, au crédit. Elles mettent en place des forfaits bancaires mensuels, ce qui fait que vous payez finalement un frais fixe par mois et vous avez le droit à tant d'opérations sur le compte, qu'elles soient au débit ou au crédit. Donc ça, c'est une autre différence aussi majeure sur la partie bancaire. Ensuite, on va retrouver aussi une autre différence au niveau de la paye. Vous créez votre société à Québec, vous engagez des salariés et il va falloir faire la paye. Et la paye au Québec se fait toutes les 2 semaines. Vous n'êtes pas familier avec la façon de traiter des payes, avec la retenue à la source qui se fera au niveau provincial puis au niveau fédéral. Donc, vous sous-traitez cette demande et vous pouvez sous-traiter ce traitement de la paye aux banques. Les banques canadiennes font de la paye, en fait. Donc, on a un prestataire externe qui est à l'intérieur de la banque et qui fait le traitement des payes. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de différent aussi par rapport à la France. Mais voilà, vous pouvez en tout cas être tranquille et transmettre toutes ces données, en tout cas les données sur vos salariés à la banque et elle va s'occuper de faire les payes. Autre différence également, peut-être une petite particularité aussi qui est un petit peu légale, mais on va retrouver du bancaire, c'est sur la partie de la constitution de la société. En fait, au Québec, comme partout au Canada et ailleurs, il n'y a pas de notion de capital social au démarrage de l'entreprise. Donc, vous pouvez démarrer une entreprise avec $1 de capital. Je voulais vous amener cette notion parce que finalement, à la banque, nous, on va vous ouvrir un compte courant, en fait. Dès que vous allez créer votre société, que vous allez avoir des documents légaux, provinciaux d'ailleurs ou fédéraux, c'est vous qui choisissez, on va ouvrir le compte au nom de cette société. Mais ce ne sera pas un compte d'ouverture de dépôt de capital, pardon, j'en fais peu. Alors, les comptes de dépôt de capital en France, au Canada, ce n'est pas le cas, en fait. Dès que votre société est créée, vous remettez les documents légaux à la banque et là, on démarre tout de suite avec un compte opérationnel, un compte courant, en fait, en dollars canadiens. Donc, cette notion de fait qu'il n'y a pas de capital social obligatoire fait qu'il n'y a pas de compte de dépôt de capital non plus. Donc, tout ça pour vous dire qu'une ouverture de compte au Canada peut être assez rapide finalement. Quand je vois le contraire, quand j'accompagne des sociétés québécoises qui s'incorporent en France, c'est un petit peu plus long. Nous, en délai en 4-5 jours, un compte en dollars canadiens peut être ouvert. Et puis, on a cette particularité, nous, à la Banque nationale, grâce à mon bureau à Paris, de tout faire à partir de la France. Donc, ça, c'est une autre différence. Et puis, il y a peut-être bien entendu, vous allez faire affaire au Québec, il va y avoir du vocabulaire qui va être différent. Donc, il va falloir bien comprendre vos interlocuteurs et surtout bien vous assurer que le mot que vous utilisez a bien le même sens chez vous que chez lui. Je vous dis ça parce que simplement au niveau bancaire, on utilise beaucoup l'IBAN en Europe pour faire les virements en fait entre banques, entre clients, fournisseurs, peu importe. Au Canada, l'IBAN n'existe pas en fait. Donc, c'est pas une notion que les banquiers connaissent. Donc, quand vous leur parlez d'IBAN, c'est un petit peu compliqué pour eux. Au Canada, on utilise finalement le code SWIFT qui va correspondre au code BIC en France. Mais donc, tout ça, c'est des petites particularités qui existent entre le Canada et la France. Donc, finalement, mon conseil pour vous,
c'est bien entendu de vous faire accompagner par les interlocuteurs qui sont aujourd'hui là autour de vous. Et moi, ça me fera plaisir de le faire aussi pour vous expliquer justement au fur et à mesure de votre développement de projet au Québec, de vous assister sur ces ouvertures de compte, de vous assister sur la relation avec le banquier, de façon à ce que tout se passe de la façon la plus fluide possible. On a tous un réseau incroyable d'experts finalement, de personnes qui peuvent vous accompagner et qui connaissent les deux côtés finalement, aussi bien le côté Québec que le côté français. Moi-même, j'ai vécu au Québec, je suis de retour en France, mais aux alentours aussi. Donc, ce qui fait que n'hésitez pas à nous poser des questions, à vous faire accompagner. Il y a beaucoup de bienveillance au Québec et donc il faut en profiter et on sera là pour vous rendre service avec plaisir. Nicolas, j'ai fait à peu près le tour, moi, des notions que je voulais aborder. Je ne sais pas s'il y a d'autres notions que tu souhaites que j'aborde ou on garde ça pour les questions à la fin. Alors, on peut garder ça pour les questions, ça c'est clair. D'ailleurs, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vois que le chat ne bouge pas beaucoup, donc n'hésitez pas à les poser. Moi, de mon côté, juste par expérience, étant franco-américain, le côté historique de crédit, je ne peux pas stresser plus que ce que tu as dit, Rachel, parce que c'est très très vrai. Même au niveau perso et surtout au niveau perso, une facture impayée reste dans votre historique de crédit au niveau personnel, hein, je dis bien, et ça peut être hyper handicapant si vous avez besoin de souscrire à un forfait de téléphone mobile, par exemple, ou alors si vous avez besoin d'acheter à crédit un PC, par exemple. Moi, je sais que ça m'est arrivé d'avoir ces fameux historiques de crédit. Il y a d'ailleurs des entreprises qui sont là pour noter votre historique de crédit, etc. Gardez ça en tête. Et effectivement, le concept de la carte de crédit versus la carte de débit, effectivement, ça c'est une chose à garder en tête. Bref, je pense que ce sont des très bons conseils, effectivement, Rachel, que tu nous apportes. De toute façon, je pense qu'on aura des questions au niveau bancaire en fin de webinaire. Je vais maintenant passer la parole à Simon. Simon, si tu es parmi nous. Je suis là. Ah, Bonjour. super. Ah, ça me fait plaisir de te voir, Simon. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et d'ailleurs, la dernière fois, c'était dans nos locaux à Rennes. Et je sais que tu as mis un peu de temps à aller au Québec avec donc cette fameuse crise sanitaire. Donc, je te laisse la parole. Tu as une petite présentation que tu es en train de partager. Je t'invite à mettre en mode lecture. Voilà. Vous voyez bien la présentation? C'est parfait. Merci, Parfait. Simon. Merci, Nicolas. Alors, donc, bonjour à tous. Merci, Nicolas, d'organiser cette session, ce webinaire qui met en lumière la ville de Québec. Et merci à tous les intervenants pour la session. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est un petit aperçu du développement entre Rennes, Saint-Malo et le Québec. Donc, je vais donc poursuivre en présentant mes missions et me concentrer justement sur les liens entre Rennes, Saint-Malo et le Québec pour les acteurs et entrepreneurs qui visent le Québec. Alors, voilà les deux territoires que je couvre finalement. Donc, on a au niveau du Canada donc, la province de Québec et la ville de Québec où je suis basé. Et puis, de l'autre côté, donc la Bretagne avec Rennes et Saint-Malo, qui ont des liens privilégiés depuis de nombreuses années, depuis de nombreux siècles même. Donc, je suis Simon Ferret, donc breton et basé donc au Québec. Et comme Rachel l'a dit tout à l'heure, c'est pour moi aussi les deux régions que je préfère, en fait, je pense, dans le monde, auxquelles je suis attaché. Donc, pour présenter mes missions, donc je suis chargé de développement Rennes-Saint-Malo Québec, avec un rôle de pont entre les deux rives de l'Atlantique, missionné par 3 structures en Bretagne, qui sont Destination Rennes, Rennes Métropole et Saint-Malo Agglomération. Et je suis accueilli et basé chez Québec International, dans la ville de Québec, dont les remparts souvent rappellent la ville de Saint-Malo d'ailleurs, d'où est parti Jacques Cartier il y a presque 500 ans.
Donc, les territoires que je couvre sont des partenaires privilégiés de longue date. Et mon rôle, c'est de poursuivre ces coopérations, notamment auprès des acteurs économiques qui sont plus présents aujourd'hui. Donc, ce sont des territoires dynamiques, des territoires attractifs. Le Canada et particulièrement le Québec sont des destinations de choix pour les entrepreneurs français et particulièrement bretons. Alors, mon rôle, c'est vraiment de faciliter les projets entre les acteurs rennais, malouins et québécois. Rennes et Saint-Malo sont représentés au Québec depuis près de 10 ans. C'est vraiment une chance et c'est d'autant plus intéressant que très peu de villes ou de régions en France sont représentées comme ça au Québec. Donc c'est vraiment une opportunité à saisir, je pense, pour les acteurs du territoire. Et pour ce qui est du cadre de mon mandat, il est assez large finalement, puisque il me permet d'avoir un bel aperçu aussi des relations transatlantiques, qui sont aussi bien économiques, académiques, institutionnelles, scientifiques, culturelles, donc qui couvrent un large spectre de domaines. Alors, pour ce qui est de l'économie, c'est avec les entreprises notamment, et donc mes collègues de Québec International et moi, nous accompagnons les entreprises qui souhaitent se développer au Québec à travers, par exemple, des sessions d'information ou alors le cadrage des besoins pour mieux se lancer à la conquête du marché québécois. Alors, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez des projets vers le Québec. En plus, je contribue aussi à l'animation des réseaux québécois et bretons, donc à travers l'organisation et la participation à des événements, que ce soit des conférences thématiques ou alors des projets liés au FFQCD, donc qui est le Fonds franco-québécois de coopération décentralisée. C'est un programme porté par le ministère des Affaires étrangères en France et le ministère des Relations internationales au Québec, et pour lequel Rennes Métropole a 3 projets avec le Québec. Donc, à ce titre, d'ailleurs, les porteurs de projets de Rennes Métropole seront heureux d'accueillir les membres de la Délégation générale du Québec à Paris pour présenter ces projets en cours, qui sont 3. Donc, le premier en santé connectée qui s'appelle Parcours Data Santé. Le deuxième en pédagogie numérique qui est FabCity. Et le troisième dans le secteur des mobilités qui est Digi Access. Bien sûr, les membres de la délégation seront invités quand les conditions le permettront. Alors, parmi les initiatives mises en place pour connecter nos territoires, on a mis en place une revue de presse bimensuelle une revue de presse en fait Québec-Bretagne, qui est d'ailleurs relayée par le WTC à travers Nicolas, qui permet de prendre le pouls un petit peu de l'activité économique en Bretagne et au Québec. Et plus récemment, nous avons organisé une conférence mettant en avant Rennes comme carrefour de la cybersécurité, avec des partenaires québécois et des partenaires américains. Alors, si vous envisagez un développement au Québec, nous vous proposons de vous rapprocher des acteurs de la ville de Québec à travers notamment les cafés entrepreneurs. Cafés entrepreneurs, voilà, qui sont en fait des sessions d'échange entre une entreprise de Rennes et une entreprise de Québec dans un même secteur, pour échanger notamment autour de défis communs, de solutions qui peuvent être mises en place. Et puis, comme ça a été mentionné aussi un petit peu précédemment, on a un programme de soft landing donc, qui est affilié à Québec International, qui s'appelle le CAN, un incubateur, excellent, qui propose un programme de soft landing et qui peut être très intéressant pour les entreprises françaises, puisque donc on a voilà, un programme assez complet d'accompagnement. Donc cet incubateur propose également un programme pour les entreprises françaises qui envisagent une implantation au Québec. Et vous pouvez avoir une aide financière en fait avec l'OFQJ, donc l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui permet de financer en partie les frais notamment liés au transport. Alors voilà à peu près, j'ai fait le tour en fait de ma mission et puis du cadre. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et il me fera plaisir de vous accompagner dans votre chemin vers le Québec et plus précisément vers la ville de Québec. Alors, merci à tous.
Merci Simon. Effectivement, la revue de presse que je relais régulièrement avec donc, la newsletter du WTC. D'ailleurs, si je peux ajouter un certain nombre de choses qui ont été faites par le passé, notamment avec ce programme donc VIE. Je sais que nous avons accueilli en décembre 2018, durant la conférence, en marge de la conférence Digital Tech organisée par le Pool, un certain nombre d'entreprises québécoises pour rencontrer justement des entreprises également du coin. Donc l'idée étant de créer encore de l'émulation et du rendez-vous B2B. Donc c'était un succès hein, pour cette conférence. Et puis Simon, si toi tu es dans le coin, n'hésite pas également à me le faire savoir et je te mettrai en relation avec les entreprises qui sont donc intéressées par donc, se développer au Québec et puis ce programme de soft landing. Je serai là cette année au besoin voilà, pour les entreprises de notre territoire. Cet été, c'est bien ça? D'accord, Exact. nickel. Parfait. Donc, bon, bah, promesse, promesse tenue dans ces cas-là. Donc, moi j'ai une question en fait. Le temps que nos inscrits, nos participants posent leurs questions donc, dans la fonction chat, n'hésitez pas. Hein. Et puis également, n'hésitez pas à allumer votre caméra si vous le souhaitez pour poser donc, ces questions. Donc, moi de mon côté, j'ai une question. On dit souvent, et d'ailleurs Rachel l'a mentionné, les Québécois restent des Américains qui parlent français. Les mots au Québec n'ont pas forcément toujours la même définition. Cette question est pour Rachel, pour Dany ou bien également pour Christophe qui vient lui qui est arrivé en France il n'y a pas si longtemps que ça. Quels seraient les conseils que vous donneriez aux entreprises de la tech française, de la tech ou pas forcément de la tech, hein, mais des entreprises françaises souhaitant travailler avec le Québec? Est-ce qu'il y a je dirais des petits conseils que vous pourriez donner? Je peux commencer et puis je pense que mes collègues auront de quoi rajouter ensuite. Moi, le conseil que je donne souvent aux personnes que je rencontre et qui ont un projet effectivement de faire affaire au Québec, c'est de garder l'attitude d'entrepreneur qui fait affaire à l'international, mais dans un pays où on ne parle pas la même langue. C'est-à-dire que si demain, vous souhaitez faire affaire en Pologne ou en Russie ou je ne sais où, quand vous allez être en face de votre interlocuteur polonais ou russe, dans votre tête, vous allez vous dire « Ah, il ne parle pas comme moi, donc il ne pense pas comme moi ». Donc, automatiquement, vos mécanismes d'entrepreneur, de gestion de risque vont être mis en place. Et là, vous allez vous faire accompagner de juristes, d'experts, etc., de façon à bien comprendre les us et coutumes du pays dans lequel vous allez. Au Québec, comme Nicolas l'a dit, le fait qu'on parle la même langue, on se dit bah ils font affaire comme nous à Rennes en fait ou comme à Marseille. Au pire, ils ont un accent différent, c'est juste ça. Non, la mentalité est différente et c'est ça la difficulté, c'est malgré la langue commune, il faut bien se mettre en mode, si je puis dire. Attention, il ne pense pas comme moi, il ne fonctionne pas comme moi. Donc, ai-je bien compris, premièrement, et de bien se faire accompagner et de poser des questions. De toute façon, les Québécois sont très sympathiques et aiment beaucoup répondre aux questions. Donc, ça, c'est aucun problème en disant j'ai compris ça, est-ce que c'est bien ça que tu voulais dire? Donc, voilà, moi, le conseil personnellement que je donnerais, c'est surtout sur l'attitude mentale. Je sais que ce n'est pas un exercice facile, mais c'est nécessaire. Donc toujours poser des questions. Est-ce que effectivement les mots ont la même signification? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je fais affaire aux bonnes personnes, etc. Christophe, je vois que tu as allumé ta caméra. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Rachel. J'ajouterais même également deux points. Le premier, c'est n'hésitez pas à faire un ou deux voyages exploratoires. Venir à Québec, voir un petit peu comment ça se passe, à trouver les points également où se trouvent les infrastructures qui peuvent vous intéresser et puis découvrir bien sûr la ville et son environnement. Deuxième point important, c'est vrai qu'on l'a tous dit et répété, il y a différents acteurs, des experts qui sont à votre disposition. La plupart du temps, en plus, c'est gratuit. Québec International ou la banque. N'hésitez pas justement à prendre contact avec eux. On a différents experts dans différents secteurs. Moi, je suis à votre disposition pour répondre sur la partie sciences de la vie, technologie de la santé, pour vous accompagner et venir réussir, pourquoi pas créer une entreprise ou une filiale ici. Voilà. Merci Christophe. Dany, peut-être tu souhaites réagir? Toi qui as peut-être ce point de vue québécois en France.
Oui, je vais abonder dans le même sens que Rachel et Christophe. En fait, c'est vrai que quand c'est la même langue, en fait, il peut y avoir plus de pièges parce que les mots, des fois, se retrouvent pas parfaitement. Ce qui est drôle avec le québécois, moi, j'en suis encore plus conscient aujourd'hui, c'est que beaucoup de mots français ont passé dans l'anglais et sont revenus dans le québécois, mais avec une autre signification, pas tout à fait exactement la même définition. Et donc, juste dans le vocabulaire bancaire, là, que mentionnait Rachel, il y a parfois des malentendus. Et puis, bon, mais c'est rien de grave, mais c'est juste que comme on prend pour acquis que c'est la même langue, ben, on laisse tomber nos défenses et notre attention un peu parce qu'on se sent en terre connue, mais voilà, on peut. Il y a aussi la différence dans l'expression de l'enthousiasme. Les Québécois sont très nord-américains, donc il y a beaucoup d'enthousiasme, comme les Américains d'ailleurs, ou les Anglo-Canadiens, qui ne veut pas dire qu'on est prêt à signer un contrat, c'est juste qu'on est enthousiaste. C'est une façon d'être poli d'une certaine manière. Et donc, voilà, donc il faut faire les suivis. Première rencontre, c'est bien. La première rencontre est assez facile à obtenir en Amérique du Nord, y compris à Québec. Euh, il faut voir ça comme une première rencontre où on va essayer d'aller chercher tout de suite une deuxième rencontre, une étape, disons, pour avancer sur un projet, si on veut avancer avec un client ou un partenaire potentiel. Il faut arriver avec des choses concrètes à la première rencontre pour être sûr d'en avoir une deuxième après. Donc, la première rencontre est facile à obtenir, mais la deuxième peut être difficile si on est resté juste au niveau des généralités, essayer de réchauffer la relation un peu à l'européenne pour pas être brusquer les gens un peu à l'européenne, mais au contraire, il faut brusquer en Amérique du Nord, il faut arriver avec un plan de match. Faut pas avoir peur d'annoncer ses désirs, ses intentions, sa volonté de faire un projet. Merci Dany. Et puis effectivement, méfiez-vous de l'enthousiasme américain qui peut exister. Simon, est-ce que tu souhaites peut-être réagir? Peut-être ça fait quelques mois maintenant que tu es au Québec. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner Ouais, mais je dirais, à nos inscrits? ouais, ne jamais rien prendre pour acquis et toujours continuer d'apprendre, je pense. Parce que c'est vrai que la langue est à la fois un atout et puis ça peut être aussi un piège. Alors, toujours continuer d'apprendre et puis je pense, d'être curieux que ce soit de la culture ou des manières dont les choses se passent professionnellement, même dans le secteur des affaires, et puis s'y adapter au mieux, en fait. C'est vraiment ça, je pense, avoir une capacité d'adaptation tout en conservant bien sûr la langue française qui est une richesse et qui nous permet aussi de communiquer facilement entre France et Québec. Donc, ce serait vraiment un conseil. Merci Simon. Je vois que Martin Tourigny a la main levée. Martin, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonjour tout le monde. Alors, Martin Tourigny, je suis un collègue à Rachel, je suis installé à Québec et toutes vos idées sont excellentes. De ne pas sous-estimer notre français. Comme vous mentionnez, on voyage dans d'autres pays, dans d'autres langues. Quand on est en affaires, en tourisme, c'est quelque chose, mais quand on est en affaires, souvent, on va utiliser un traducteur. Je ne vous dirais pas d'utiliser un traducteur pour venir à Québec. Par contre, ce qu'on fait régulièrement, Rachel et moi, quand on a quelqu'un de l'Europe qui veut s'installer à Québec, Rachel est en ligne avec nous et va traduire certains mots à notre client français qui veut venir s'installer à Québec. Donc, tantôt, elle vous a expliqué la différence entre une carte de crédit et une carte de débit. Et pour d'autres expressions, Rachel est très, très utile pour pas qu'on parte la discussion d'un mauvais pied. Alors, c'est un autre conseil que je peux vous donner avec l'institution financière, en l'occurrence la Banque nationale. Rachel nous aide beaucoup à bien partir la relation avec un nouveau client. Alors, c'était le point que je voulais rajouter.
Merci Martin. Effectivement, bon, j'anime plusieurs clubs pays au WTC de mon côté, notamment le club USA. Aux États-Unis, on dit souvent, entourez-vous. Toujours un peu complexe, et notamment au niveau fiscal. C'est toujours très compliqué les États-Unis au niveau fiscal. Il ne faut pas se planter, hein, si j'ose dire. Il faut faire attention. Est-ce que peut-être Rachel, tu aurais peut-être deux, trois mots à dire à ce sujet, peut-être au niveau fiscal, comment est-ce qu'il faut s'entourer, ne pas hésiter à prendre contact avec des experts en la matière? Oui, tout à fait. Que ce soit au niveau légal ou au niveau fiscal, on n'est pas du tout dans la même juridiction, en fait. Bien qu'au Québec, il y a cette particularité d'avoir le droit civil qui est hérité de Napoléon, mais il y a aussi le common law, en fait, qui est le droit des affaires anglo-saxon. Donc, dans le monde des affaires, c'est le common law qui prévaut. Donc, tout ce qui est écrit fait foi. Et c'est vrai que parfois, on peut être étonné en tant qu'entrepreneur français. Moi, je l'ai vécu, qui commence à faire justement plusieurs missions au Québec, qui commence à s'asseoir avec un entrepreneur québécois pour discuter d'un partenariat ou quoi que ce soit. Le français, il arrive tout seul en face du québécois en disant, bon, voilà, je suis au rendez-vous, je suis à l'heure. Normalement, il faut être à l'heure au Québec parce qu'ils sont très, très ponctuels. Et là, le Québécois va être entouré de 1 ou 2 avocats. Et là, ça surprend le Français en disant, mais comment ça? Je pensais qu'on allait discuter ensemble, etc. Mais sauf que le Québécois sait qu'il ne sait pas, en fait. Il sait qu'il a la compétence dans sa technologie, dans son service, parce que c'est lui qui a développé son entreprise, mais il sait qu'il n'a pas toutes les compétences légales. Et donc, il doit se faire accompagner par un expert qui est un avocat. Et ça, c'est vrai que c'est une attitude en France qu'on a moins l'habitude d'avoir, par exemple, la présence de l'avocat. Bon, de plus en plus, il arrive en amont des affaires et c'est très bien, mais c'est vrai qu'on avait plutôt tendance à appeler l'avocat quand il y avait un problème et donc on se disait vite, il me faut un avocat. Donc ça, ce côté légal, effectivement, le droit est différent au Québec, donc il faut se faire accompagner pour savoir ce qui est possible de faire. Par exemple, une petite anecdote qui peut paraître amusante comme ça, mais au Québec, vous avez la charte, la loi 101, qui est la charte sur la langue française. Vous ne pouvez pas enregistrer votre compagnie sous un nom anglais. Donc, Hands Up Company, ça ne marche pas au Québec. Ça va être main en l'air ou main levée, Inc., si vous voulez. Mais ça, ce n'est pas possible. Donc, tout ça, en fait, ce sont des petites particularités québécoises, canadiennes aussi, mais là, je parle vraiment de la province du Québec. Et il faut se faire accompagner par un avocat. Au niveau comptable, fiscal, c'est la même chose, des particularités. Par exemple, en comptabilité, il n'y a pas de plan de comptabilité générale avec les fameux postes 60, achats, etc. Ça n'existe pas finalement. Le comptable canadien, il va vous faire recette, charge finalement de façon assez binaire sans rentrer dans tous les détails. Et donc ça aussi, ça peut surprendre. Donc surtout, faites-vous accompagner peut-être par un comptable qui a la double culture française et québécoise, parce que si vous voulez faire des rapprochements ensuite comptabilité entre votre filiale et maison mère, si vous avez une liasse fiscale avec un bilan compte de résultats très détaillé et un autre pas très détaillé, ça ne va pas vous aider. Donc là encore, ce sont des choses qui sont différentes. Au niveau de la fiscalité, ben voilà, il y a toujours 2 paliers, le provincial, le fédéral. Donc ça, on ne le connaît pas en France, en fait. Nous, on est sur le national. Donc, il faut se faire accompagner, tant au niveau personnel, je dirais, qu'au niveau entreprise. Donc voilà, il y a plein de petits détails comme ça qui fait que voilà, on découvre petit à petit quand on fait affaire au Québec, on dit ah ils font pas comme nous, ah ils font pas comme nous. Merci Rachel. Effectivement, comptable, avocat, fiscaliste, n'hésitez pas à vous faire accompagner. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Banque nationale du Canada ou du WTC, hein, et c'est vrai que bon, on a tout un certain nombre de prestataires que nous connaissons et pour lesquels, avec lesquels nous avons confiance. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions, hein, dans la fonction de chat, hein, pour le coup. Moi, ça me rappelle une histoire, effectivement, Rachel, ce que tu me dis, c'est quand je travaillais aux États-Unis, notamment pour une entreprise américaine, on m'avait dit, bah, tiens, Nicolas, tu parles français, bah, tu vas me traduire le contrat commercial qui est pour qu'on doit envoyer à nos clients. Et bon, moi, j'avais quel âge? J'avais 24-25 ans. Bon, bah, je me suis mis à traduire un contrat en anglais, en français, et bien entendu, il y avait des références aux États. Alors, est-ce qu'on utilise province, est-ce qu'on utilise région, tout un tas de choses. En gros, je me suis creusé un gros trou et je pense que j'ai vite réalisé que j'en avais bien entendu beaucoup de trop, et c'est là où j'ai fait appel effectivement au service juridique de l'entreprise et qui m'ont mis en relation avec les avocats
avocats et toutes les personnes qui pouvaient m'aider. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc on parle la même langue, mais effectivement certains mots sont différents. Donc effectivement, alors est-ce qu'on a des questions peut-être? N'hésitez pas à lever la main ou bien à poser la question dans le chat. Pendant ce temps-là, peut-être Dany, est-ce que tu as 2-3 mots peut-être en conclusion de ton côté? Ouais, je dirais que au niveau du droit des affaires, c'est pas vraiment compliqué au Québec. Je dirais que la grosse différence entre le Québec, le Canada et les États-Unis, c'est les liabilities. Donc, comment on traduirait ça en français? C'est les responsabilités personnelles, je crois. Donc, dans le cadre des affaires, ça représente des dizaines de pages, voire des centaines de pages des fois dans des contrats aux États-Unis. Ça n'existe pas vraiment au Canada. Le Canada est plus une société de droit britannique avec des caps, des maximums sur les liabilities. Euh, une poursuite judiciaire, par exemple, pour s'être brûlé la bouche avec un café chez McDonald's, une poursuite de 1 milliard de dollars, n'est pas seulement rejetée par la Cour au Canada, mais l'avocat peut perdre sa licence et être mis à l'amende pour avoir insulté la Cour avec une demande frivole. Et de toute façon, les maximums de responsabilité civile sont beaucoup plus bas, de l'ordre de 1 million, quelques millions. En fait, il faut prouver le dommage réel et le chiffrer. Pour les dommages punitifs ou démonstrateurs, ça n'existe pas dans le droit britannique, dans le droit canadien. Donc, je ne m'inquiéterai pas trop là-dessus. Fonder une société, c'est très facile au Canada. Ça prend 3 jours. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de donner un nom exclusivement anglais à la société. Faut que sur les papiers, la société ait un nom francophone, mais elle a le droit d'avoir des noms d'usage dans toutes les autres langues du monde, y compris des extraterrestres, mais il faut juste que le nom officiel de la boîte soit en français. Merci Dany. Donc sur ce, si nous n'avons pas... Rachel, je vois que tu as allumé ta caméra, peut-être tu souhaites réagir? Oui, en fait, non, je voulais juste ajouter peut-être une note un petit peu plus positive, parce que c'est vrai qu'on on dit attention, 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 donc on veut quand même vous donner envie de faire affaire au Québec et à Québec, donc il y a beaucoup de facilité, et souvent ce qui fait plaisir aux entrepreneurs français, c'est de savoir que les charges employeurs sont quand même beaucoup, beaucoup moins élevées au Québec qu'en France, donc ça c'est sympa, et puis aussi qu'il y a une flexibilité du droit du travail. Là, on n'en a pas parlé, mais au niveau du droit social, vous avez quand même une plus grande liberté pour employer, débaucher selon l'activité de votre entreprise. Hein. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire ça avec votre humeur du matin, mais quand même, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de carcans qu'on peut connaître en France actuellement, et on sait que c'est un gros frein dans l'économie française, parce qu'on se dit que ça coûte cher d'employer quelqu'un, puis une fois qu'on a employé quelqu'un en CDI, c'est compliqué. Au Québec, au Canada, comme aux États-Unis, c'est beaucoup plus libre, beaucoup plus flexible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droits et de devoirs, il y en a, mais c'est quand même beaucoup plus flexible et beaucoup moins cher aussi. Donc, je voulais apporter cette petite note aussi d'optimisme et de facilitateur de faire affaire au Québec. Et je dirais même plus le côté humain. Le côté humain est toujours très sympa. Les Québécois sont très, très chaleureux, très, très sympathiques. Les Canadiens, je dirais même en général, c'est un pays qui est toujours très accueillant et effectivement qui accueille également les Français à bras ouverts. Simon, je vois que tu as allumé ta caméra. Pour une raison aussi de choisir le Québec. Donc c'est plus l'aspect financier, là, c'est ce qui peut intéresser aussi les entreprises. Je sais que il existe certains dispositifs pour aider à l'export, et notamment l'assurance export, donc qui est proposé par BPI, Banque publique d'investissement. Donc ça peut être intéressant aussi pour des entreprises qui souhaitent se lancer sans prendre de gros risques finalement, avec une aide financière, qui peut être un bon soutien aussi pour la conquête du marché québécois.
Effectivement, l'assurance export et l'assurance prospection, tout ça dans le cadre du plan de relance, effectivement, sont des sujets que nous abordons régulièrement au WTC et d'ailleurs que BPI va lancer des matinales à ce sujet dans les mois les semaines qui viennent. Donc, je tâcherai de tenir tout le monde informé là-dessus. Et si nous n'avons pas d'autres réactions, d'autres questions, des commentaires, peut-être si vous souhaitez réagir à ce qui a été dit, je vais laisser quelques minutes. Donc, en attendant, je vous informe que le prochain atelier du WTC aura lieu bien, le 11 juin prochain, le 11 juin, qui dans le cadre du WTCA Day, où nous mettrons en valeur un certain nombre de WTC à travers le monde. Pendant 1 heure, nous aurons des WTC du Brésil, du Ghana, du Portugal, de Russie, donc Moscou, et un des tout derniers WTC, donc le WTC de Kaboul en Afghanistan, qui interviendront et présenteront à la fois leur WTC, la situation économique dans leur pays, dans le cadre du Covid, mais aussi présenteront leurs services dans le cadre de notre réciprocité entre WTC. Donc, notez la date dans vos agendas, c'est le 11 juin. Et puis, le 15 juin, nous aurons un atelier avec un focus sur l'Estonie, d'ailleurs. Alors, je n'ai pas encore mis ces ateliers en ligne, mais donc, ils le seront très, très prochainement sur notre site Internet. En attendant, donc moi de mon côté, je ne peux que remercier donc nos intervenants. Merci Dany, merci Christophe, donc manès de Québec Vitae, merci Rachel et merci Rachel et la Banque nationale du Canada pour votre soutien dans nos activités. Je remercie également chaleureusement Michel Boisvert et toute la délégation générale du Québec donc en France pour leur soutien et également pour leur intervention aujourd'hui. Et merci beaucoup Simon également pour ton intervention. Et Simon est bien présent dans les locaux de Québec International pour toute entreprise souhaitant se développer donc sur la zone du Québec. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci Nicolas, merci à tous. Au revoir. Merci à tous, à bientôt. Merci.